Bonjour à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir pour cette première matinale du GIFEN numérique, matinale du numérique du GIFEN et de la SFEN. Et je vous propose tout de suite de démarrer par une introduction de Xavier Ursa, président du GIFEN. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin par le truchement de la vidéo pour pouvoir ouvrir ces premières matinales du numérique co-organisées par la SFEN via sa section technique nucléaire et numérique et le GIFEN via sa communication numérique. Le numérique rassemble la SFEN et le GIFEN car il incarne cet avenir que nous voulons construire ensemble. Il conjugue progrès technique et nouvelles technologies tout en étant un réel facteur d'attractivité pour notre filière. Le nucléaire a toujours été un secteur en pointe et c'est pourquoi les grands donneurs d'ordre ont toujours investi dans la R&D des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, plus que jamais, le numérique est un enjeu clé. Inscrit au contrat de filière, le numérique est un levier de performance. Il apporte des gains en productivité, il peut simplifier le quotidien des ingénieurs et de tous les salariés du nucléaire et surtout, il apporte, je dirais, une sécurisation des processus et des données et par là même une sécurisation des projets et de toutes les activités sur nos installations. Le numérique est maintenant partout, il modifie le mode de fonctionnement, il modifie les processus. Il ne s'agit plus pour nous de construire une stratégie numérique, il s'agit pour nous de construire une stratégie dans un monde numérique. Tout le monde est concerné, car bien entendu la finalité est de gérer, de maîtriser toute la chaîne de valeur de l'activité nucléaire, du début à la fin d'une installation. Et tous les acteurs sont concernés, les grands donneurs d'ordre comme les industriels de toute taille. Notre enjeu est de construire dans la filière, via le numérique, de nouveaux modes de travail et de fonctionnement plus collaboratifs et plus efficaces. C'était donc une évidence que la SFEN et le GIFEN s'associent pour ces matinales. Ces matinales doivent être un lieu d'échange pour donner les clés aux participants, pour mieux réfléchir leur avenir numérique et leur stratégie dans ce monde numérique qui s'ouvre. Évidemment, il va être très orienté retour d'expérience, partage d'expérience, qu'est-ce que les uns et les autres ont fait, qu'est-ce que ça leur a apporté. Nous voulons aussi nous comparer à d'autres filières, nous rendre compte que par rapport à certaines filières, le secteur nucléaire a pris un peu de retard, mais que aussi nous avons fait d'excellentes choses pour gérer la complexité de nos installations. Le fil rouge de la matinée, le fil rouge des activités nucléaires dans le domaine numérique, c'est d'assurer la continuité numérique sur tout le cycle de vie d'une installation nucléaire. Nous nous inspirons des meilleures pratiques, nous allons partager ensemble, nous allons progresser ensemble, c'est le sens de ces matinales. Je vous souhaite une très bonne session, je vous souhaite une bonne participation. J'encourage les meilleurs échanges et la participation de tous. Aucune question n'est taboue et j'espère que toutes les présentations qui vous seront faites, et je remercie tous ceux qui ont participé, que toutes ces présentations amèneront de nombreuses questions. Et je donne tout de suite la parole à Corinne Spilios, Senior Executive Vice-Présidente, directrice de la performance du groupe Orano, que je remercie pour son investissement au sein de toutes ces activités et particulièrement dans la commission numérique du GIFEN. Bonne matinale à tous. De nouveau, bienvenue à tous. Je suis donc Corinne Spilios, comme vient d'introduire Xavier Ursa, en charge de la performance et donc de la transformation numérique du groupe Orano. Et surtout, aujourd'hui, j'ai la chance d'être animatrice de la première matinale du numérique en tant que présidente de la commission numérique du GIFEN. Voici plusieurs mois que nous travaillons à organiser des partages de bonnes pratiques, des échanges entre industriels de la filière nucléaire. Et nos travaux se concrétisent aujourd'hui à travers ces matinales du numérique, consacrées, comme Xavier vient de vous le dire, cette année, à la continuité numérique. La continuité numérique est l'un des challenges les plus importants pour l'industrie. Comment s'assurer que toutes les informations liées à un système, à un produit, à une structure soient disponibles, fiables et bien transmises tout au long du cycle de vie? C'est tout le défi de la continuité numérique pour l'industrie et plus particulièrement pour nos installations nucléaires. Nous avons décidé d'illustrer ce sujet tout au long de l'année 2021 par des témoignages d'industriels, des échanges sur nos succès, mais aussi nos axes de progrès qui doivent nous permettre d'avancer dans nos entreprises et au bénéfice de la filière, sur tout le cycle de vie de nos installations. Alors, cette première matinale va illustrer l'enjeu de la continuité numérique en phase de design-conception, par deux grands témoignages. Tout au long de ces deux présentations, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet QR
disponibles sur la plateforme et que vous voyez déjà défiler. Et je relayerai auprès de nos intervenants ces questions en fonction de vos votes. Ainsi, si une question déjà posée vous semble importante, vous pouvez voter pour celle-ci pour qu'elle remonte dans la liste du chat. Après cette matinale, nous mettrons à disposition le replay du webinaire sur la chaîne YouTube de la SFEN et du GIFEN. Je vais aller très vite pour cette introduction et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première intervention concerne le projet ITER. ITER, 10 années de bas et haut dans la production numérique avant et pendant la construction. Cette présentation va être réalisée par 2 intervenants. Tout d'abord, Alain Baudry, de la société Aegis. Alain Baudry occupe la fonction Business Development Manager chez Engage. Il a plus de 11 ans dans l'ingénierie de conception nucléaire. Après avoir expérimenté pendant 8 ans la conception en ventilation de bâtiments tertiaires et des hôpitaux, il a accumulé une expérience de 10 ans dans la conception d'installations industrielles, laboratoires, centrales d'énergie, puis il a passé ses 11 dernières années dans le secteur nucléaire, en particulier à développer et à appliquer des méthodes collaboratives de travail en 3D dans le cadre du projet ITER. Il sera accompagné ce matin par Renaud Mété de la société Assystem. Renaud Mété est manager technique et BIM manager pour la branche nucléaire du groupe Assystem. Il est actuellement au sein du consortium Engage. Il a une expérience de 12 ans sur la fusion nucléaire. Il a travaillé dans le secteur industrie par le pilotage d'études 3D, 2D, d'équipements dédiés aux usines d'aluminium, puis a rejoint en 2008 le projet de fusion nucléaire ITER. Il a mis toutes ses compétences managériales et de gestion de la maquette numérique BIM au service du projet ITER, et notamment en étant l'un des principaux contributeurs des méthodes, process et outils adaptés et appliqués à la coordination technique au sein du bâtiment réacteur et d'y assurer ainsi l'ingénierie concurrente. Je vous propose dès maintenant de les écouter et nous nous retrouverons dans 20 minutes pour échanger avec eux. Dès le début de la présentation, vous pouvez poser vos questions dans le QR et aussi voter pour les questions que vous jugerez les plus importantes. Ces votes me permettront de sélectionner les quelques questions à leur poser. Je jouerai aussi le rôle ingrat de timekeeper et je me permettrai donc d'écourter certains échanges si le temps est écoulé. N'y voyez rien de personnel. Alain et Renaud, c'est maintenant à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Donc, le projet ITER est situé à côté d'Aix-en-Provence. En fait, sur une plateforme de 42 hectares qui accueille une quarantaine de bâtiments qui sont construits, comme vous le voyez, entre le 2010 et 2020. Donc, en 2010, la plateforme était vide. En 2020, elle regroupe une bonne quarantaine de bâtiments qui sont soit terminés, soit en cours de construction. Et cette construction, en fait, est allée de pair avec la construction de son jumeau numérique. Donc, vous voyez une représentation en bas à gauche, en fait, qui est en fait un assemblage de tous les modèles numériques des bâtiments et aussi des procédés qui ont été regroupés sur une seule image. En son cœur, il y a 3 bâtiments nucléaires qui s'appellent le tokamak complexe, qui en fait serait l'équivalent du bâtiment réacteur d'une centrale, bien qu'ici il s'agisse de faire une opération de fusion et non de fission. Vas-y. Comme vient de l'évoquer Alain, il y a sur le projet ITER un nombre important de bâtiments qui sont donc supportés et représentés par une quarantaine de systèmes différents et de procédés. Donc en image, on a voulu illustrer par exemple une partie en haut à gauche de la centrale cryogénique, qui est l'une des plus grosses actuellement au monde d'ailleurs. En bas à gauche, l'intérieur de ce qu'on appelle le pit, pendant l'opération de levage du support inférieur de l'enceinte cryogénique de la machine, qui est l'un des plus lourds composants d'ailleurs du projet ITER, qui fait à peu près 1500 tonnes. Et tout à droite, l'intérieur du hall d'assemblage avec le cryostat qu'on voit dans le fond avant son opération de levage.
Et à travers ces photos, on essaye d'illustrer la complexité du projet ITER, et la maquette numérique, comme on va le voir juste après, elle n'est que le reflet de cette complexité. Donc, comme je le disais, la complexité du projet, elle se retranscrit dans la gestion des données numériques, qui sont coordonnées grâce à une base de données, qui est historiquement CATIA V5, couplée à une base de données qui s'appelle Enovia, et sont hébergées sur le site d'ITER et ensuite répliquées vers 7 agences à travers le monde. Donc, les agences qui composent le projet ITER sont les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, la Corée, l'Inde et l'Europe. Et le tout étant bien évidemment de permettre une continuité numérique et de garantir une mise à disposition de la maquette pour un plus grand nombre d'utilisateurs à travers le monde. On est des fois au-delà de 500 utilisateurs en simultané, en visant une mise à disposition de cette maquette numérique journalière. Donc là, il y a une réplication de la base principale vers les agences domestiques du projet ITER quasiment tous les soirs. Alors, cette continuité numérique, elle n'est pas seulement géographique, comme vient de l'expliquer Renaud, sachant que la continuité géographique est un enjeu pour ITER. Elle est aussi dans le temps. Le modèle, en fait, a accompagné la vie du projet. Et le même objet 3D, comme vous pouvez le voir, en fait, a évolué et a traversé toutes les phases, avec un niveau de détail qui était grandissant et adapté à chacune des phases. Donc vous voyez par exemple en haut à gauche les premières images du modèle génie civil il y a 11 ans maintenant, qui s'est petit à petit renseigné et rempli de toute la partie lot technique. Les systèmes procédés étaient développés en parallèle par toutes les agences d'ITER, jusqu'à un exemple de niveau d'exécution, comme vous voyez en bas au milieu, où on a représenté le ferriage 3D dans le modèle, et même aujourd'hui des expérimentations pour en fait, sur la maquette telle que construite, réintégrer le scan de l'existant pour pouvoir le comparer à la position des platines théoriques du modèle 3D. Peut-être juste citer le nombre d'objets 3D qui était présent sur le slide d'avant. On est par exemple aux alentours de 120 000 platines scellées ou 5 000 trémies dans la maquette numérique. Sur ce slide, on liste un petit peu le constat actuel sur le projet, qui est en fait une approche qu'on appelle multicad, c'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui 2 outils, principalement sur le projet, pour faire le design et gérer la maquette numérique. Donc ces 2 outils sont CATIA V5 d'Asso Systems et E3D, anciennement PDMS, d'Aveva. Le process qu'on voit à l'écran, il détaille un petit peu l'approche quand CATIA est utilisé comme outil de design, ce qui représente à peu près 80% des cas sur le projet, principalement par exemple sur la partie génie civil, tout ce qui est les éléments structurels, le bâtiment, ce qu'on appelle les utilités, la ventilation, les fluides, le drainage, la machine en elle-même, le réacteur, donc ce fameux tokamak qu'évoquait Alain tout à l'heure, qui est lui purement mécanique, donc ça a du sens qu'il soit sous CATIA V5, et un certain nombre d'autres procédés. Le processus illustre le besoin en fait qu'on a aujourd'hui par manque d'interopérabilité entre ces 2 outils, de convertir ces données multicad dans un format natif CATIA qu'on voit à l'écran, qui s'appelle le 3D XML, et qui va être envoyé dans notre outil de synthèse et de coordination technique qui est CATIA. Donc on voit à l'écran en fait un schéma plutôt classique où on a le design, on va dire la partie modifiable en 3D, qui est chargée dans un environnement complet et exhaustif pour des besoins de synthèse et de coordination. Donc on peut ajuster en fonction par exemple de gestion des interfaces ou des interférences, les fameux clashs, adapter le modèle et tout de suite en direct avoir les informations sur les impacts que peut avoir telle ou telle modification de son design. On a
maintenant à l'écran le pendant, c'est-à-dire le process qui détaille le schéma quand on utilise E3D comme outil de design, donc les 20% restants, qui représentent une partie de ce qu'on appelle l'enceinte à vide, les circuits de refroidissement primaire, la détriciation sur le projecteur, les revêtements intérieurs de la machine tokamak ou les systèmes de surveillance radiologique. On voit que la conversion des données multicad elle reste applicable. On a une sorte de boîte noire qui est illustrée à l'écran qui s'appelle la Conversion Team, donc une équipe de conversion qui va toujours produire le même type de fichiers, ces fichiers 3D XML, qui vont être chargés dans notre outil de synthèse, qui est CATIA V5. Par contre, la différence quand on utilise ce deuxième outil 3D de design va résider dans le fait que la partie design, donc la partie qui va être modifiable en natif, doit être chargée sur un deuxième écran. Et donc, on se retrouve avec un écran pour la synthèse et un écran de design qui sont différents. On évoquera peut-être un petit peu après justement quelles peuvent être les problématiques liées à ça. Et pour terminer, sur le processus, on a aussi, pour ce processus de collaboration qui a été instauré pour la maîtrise de l'ingénierie concurrente, le cas particulier, par exemple, des entreprises qui vont, elles, travailler sur des entreprises complémentaires qui vont s'ajouter à la base ITER. Donc, ils travaillent sur leur propre réseau avec les données que sont fournies par cette équipe de conversion. Et la différence, là, va plutôt résider dans le choix de l'outil de synthèse. On voit à l'écran que l'outil de synthèse est, par exemple, dans ce cas particulier, pour cette entreprise qui est listée là, l'outil Navisworks. Par contre, on reste quand même sur une notion de double écran, à savoir qu'on va avoir un écran de synthèse où on va avoir l'exhaustivité de la maquette 3D qui est chargée et à côté un écran de design, donc la partie modifiable. Et il va falloir un petit peu concilier ces deux écrans et comprendre l'impact dans un écran, ce qui peut engendrer sur le deuxième. On a la vision exhaustive et complète d'un environnement complet du bâtiment dans lequel on travaille. Donc, comme vous le voyez, on a bénéficié d'une infrastructure importante fournie par ITER, avec des choses qui ont bien fonctionné et d'autres qui ont moins bien marché. Dans ce qui a bien fonctionné, on peut dire que la première étape importante, c'est la reconnaissance par tous de l'approche collaborative qui en fait s'est traduite par la mise en place de 2 cycles d'intégration avec 25 ou 26 étapes collaboratives dans lesquelles tous les partenaires du modèle 3D en fait fournissent des éléments de manière progressive. Et ça, le grand bénéfice de ça, ça a été entre autres d'avoir en fait une mise à disposition pour tous et par tous du modèle numérique pour n'importe quel utilisateur des 7 agences domestiques. Un autre point qui a bien fonctionné, c'est le choix initialement paritaire de l'outil unique qui était CATIA, alors qui était guidé à l'époque par la mécanique qui était omniprésente sur la machine, donc sur le cœur de l'installation, qui a permis en fait derrière de n'avoir quasiment aucun souci d'interopérabilité puisque l'outil était imposé et unique. Ce qui a très bien fonctionné aussi, c'est les moyens informatiques mis en place par ITER qui ont permis en fait à tous les utilisateurs de disposer d'un potentiel d'innovation puisqu'ils étaient affranchis en fait du montage de l'infrastructure. Autre élément bien sûr important et qu'on retrouve sur de nombreux grands projets, la présence sur une plateforme, sur un plateau unique à côté d'Aix en fait facilite les échanges sur un projet qui reste compliqué et où en fait l'interaction entre personnes reste un facteur très important. Et enfin, ce qu'on a appelé l'alignement des planètes, c'est-à-dire que les objectifs individuels des entités participantes étaient les mêmes, c'est-à-dire avoir une volonté commune d'utilisation du modèle numérique à des fins de construction. Et donc, ça a permis d'éviter d'avoir des morceaux de modèles qui soient pas représentés ou qui soient dormants en fait. Donc, c'était un point qui a bien fonctionné.
Alors, un exemple de succès, on a choisi un exemple parmi les succès vraiment détaillés, on va dire, qui était la procédure de gestion des ouvertures. Donc, vous voyez en haut à gauche, en fait, le modèle du génie civil dans une zone telle qu'il était fait à la phase de design précédente. Et la procédure qui avait été mise en place, c'est de faire, chaque système pouvait faire des demandes de réservation de trous dans les voiles du génie civil au travers de boîtes jaunes. Alors ici, c'est les entreprises en jaune et violette ou rose pour les procéditaires. Donc tous les intervenants, toutes les agences faisaient des demandes de réservation. Et en fait, derrière, on procédait parmi les 25 étapes en fait que j'ai citées avant du cycle collaboratif. On procédait à un arbitrage pour voir ce qui était vraiment faisable ou pas, et vous voyez le résultat fini. Donc, vous voyez qu'il y a évidemment une part d'interprétation importante, et je vous laisse faire le parallèle avec l'image de droite. Mais cette procédure-là, globalement, a bien fonctionné, et elle aurait été beaucoup plus difficile à faire de manière aussi coordonnée entre tous sans un modèle numérique. Au niveau des difficultés rencontrées, on retrouve l'alignement des planètes en fait sur les objectifs individuels des entités. Donc en fait, les besoins entre les clients et les entreprises qui des fois ont imposé des outils, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la démarche multicad, par exemple, sur le projet ITER, elle vient en partie de là. Au début, on avait quand même une inadéquation de l'imposition par le projet à tout le monde d'un logiciel unique. Alors c'était au départ quelque chose d'intéressant pour assurer l'interopérabilité, mais sur le long terme, c'est devenu un peu plus problématique par rapport aux besoins spécifiques, par rapport aux phases du projet et des différents métiers. Et voire même à la fin, le fait d'avoir ces deux outils qui sont utilisés sur le projet a conduit aujourd'hui à un manque d'interopérabilité entre ces deux outils, et donc à la mise en place de processus de collaboration pour assurer une maîtrise totale de l'information, la continuité dans les données 3D pour mener à bien les missions de synthèse ou de coordination. Pour terminer, en termes de difficultés, on pourrait parler aussi de la vigilance sur la manière de structurer la base de données 3D. Donc, la base qui est utilisée aujourd'hui sur la partie CATIA, par exemple, s'appelle Enovia. Elle est strictement nécessaire parce qu'elle permet de gérer des droits d'accès, le cycle de vie, justement, tout au long du projet, le statut des pièces. Mais par contre, aujourd'hui, on a un peu plus de mal, par exemple, à accéder à des configurations antérieures, comment était tel procédé ou le génie civil dans sa configuration initiale par rapport à telle phase. On sait le faire, mais c'est des opérations un peu plus lourdes de par la manière dont aujourd'hui la base a été structurée. Au niveau de quelques exemples concrets où on a eu un peu plus de mal, on pourrait parler par exemple des fameuses platines scellées. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran, les petits carrés. La problématique, par exemple, c'est que le ferraillage 3D n'était pas modélisé de manière exhaustive sur tout le projet. Donc ça conduit à des problématiques de constructabilité après sur site. Le catalogue de platine, parce qu'on a un catalogue 3D de platine, n'était pas fait initialement pour vraiment l'usage métier génie civil. Un peu problématique aussi quant à les données techniques des platines et l'unicité des informations et une base unique de platine avec tout un tas d'informations d'ingénierie. On rappelle qu'aujourd'hui, on gère à peu près 120 000 platines, donc c'était un peu délicat. Nos problématiques aussi, c'était certaines entreprises qui ont imposé leur outil 3D. Donc, il a fallu faire avec. Je pense qu'on pourra en reparler aussi un petit peu après peut-être, mais c'est la rapidité en fait de la mise à disposition des as-built, de la maquette telle que construite.
Notre problématique, c'est qu'on aurait voulu avoir ces informations-là pendant les phases de design, notamment sur les platines, par exemple, pour avoir leur position du chantier, non pas leur position théorique en maquette, pour pouvoir réajuster, par exemple, des positions de support. Et là, on a plutôt affaire à un processus un peu long et fastidieux de vérification des modèles, des non-conformités. Et donc, on n'a pas aujourd'hui les informations des maquettes as-built dans les phases où ça aurait été le plus pertinent. Et pour terminer, peut-être aussi l'articulation entre le design et la maquette numérique. Au départ, par exemple, le marché et les entreprises qui étaient impliquées dans le génie civil n'étaient pas très impliqués dans la gestion et la coordination de la maquette numérique. On a aussi des sortes de désynchronisation, par exemple, entre les modèles de calcul qui nous permettent de vérifier les dilatations thermiques et la maquette, par exemple, qui est utilisée pour faire la gestion des interférences, donc la gestion des clashs et de les résoudre. Donc, on a un petit désalignement permanent entre ces informations-là qui nous pose problème et qui impose de la rigueur et de respecter des processus très stricts. On pourrait même ajouter entre l'articulation entre le design et la maquette numérique, comment l'ingénieur en fait accède au modèle numérique. C'est une question qu'on retrouve dans tous les projets et qui reste assez délicate. L'utilisation d'un modèle numérique, c'est quand même un relativement nouvel entrant dans le domaine de la conception, et l'articulation entre l'information qui est dans le modèle et la conception de l'ingénieur reste encore améliorée en fait. Alors, pour terminer ce petit tour du projet ITER dans la partie que nous avions fait sur l'utilisation du modèle et la continuité numérique, un chapitre pour terminer sur les perspectives. Vous l'avez probablement compris auparavant, le point qui reste à développer pour l'activité de conception pour nous, c'est vraiment comment travailler avec des logiciels qui sont interopérables et sur des métiers différents en fait. Alors cette architecture, elle est en cours de déploiement par ITER, qui a fait le choix de développer un PLM comme un outil central qui va pouvoir héberger les différents modèles des différents logiciels et de les visualiser également. Donc cette plateforme devra permettre de gérer des outils comme Tekla pour la représentation du ferraillage dans le génie civil à gauche, comme E3D sur la représentation du piping au milieu, ou comme Katia pour tous les systèmes mécaniques ou procédés que vous voyez à droite. Cette perspective, elle est difficile à réaliser aujourd'hui en fait, parce qu'on a des objectifs des éditeurs de logiciels d'un côté et des constructeurs de l'autre côté qui ne sont pas forcément conciliables facilement. Et pour autant, il va falloir, ce serait une étape nécessaire dans le développement numérique du secteur de la construction, et c'est en tout cas une étape auquel on va s'attacher et participer afin d'avancer encore d'un cran dans la continuité numérique de ce projet. Merci. Merci. Merci pour cette présentation, c'était très clair et en même temps très illustré. On a déjà quelques questions dans le chat, donc je vais les prendre, mais n'hésitez pas à en poser d'autres ou à encore voter si vous en voyez d'autres. Donc la première question pour Renaud et Alain. Aujourd'hui, en phase de construction, comment s'organise la vérification du tel que construit en termes d'organisation, de fréquence, de détails de mise à jour et peut-être d'outils utilisés directement par les inspecteurs sur site, par exemple? Au niveau du tel que construit, on procède en fait sur le projet ITER à des campagnes de scan 3D fait par des géomètres. Ces scans 3D, il en résulte en fait ce qu'on appelle des nuages de points. Ces nuages de points, ils vont être compilés et post-traités dans un outil qui s'appelle Polytrans, qui va nous permettre en résultat d'avoir un tableur qui correspond en fait aux informations qu'on a en 3D, et on est capable après, avec des outils qui ont été développés spécifiquement sur le projet, avec ces tableurs, d'analyser en fait les non-conformités.
et après de remonter ces informations-là directement dans la maquette 3D pour avoir vraiment les positions non plus théoriques par exemple des platines scellées, mais leur position telle que construite. Notre problématique aujourd'hui, c'est que c'est un processus qui est assez long. On est toujours dans des phases de design des systèmes. Mais par contre, l'information, par exemple, aujourd'hui, on est focalisé beaucoup sur justement ces maquettes telles que construit des éléments scellés. Elle arrive assez tardivement dans le processus de design et on aimerait accélérer un petit peu ça pour avoir ces informations-là au plus tôt et les digérer, les non-conformités, réaligner les supports, les tuyauteries, par exemple. Et donc, il y a comme l'évoquait Alain, des solutions un peu plus rapides et performantes pour identifier les non-conformités sur les éléments scellés qui pourraient être mis en place. En gros, schématiquement, on procède avec des campagnes régulières de scan dès que des murs sont disponibles, des voiles sont disponibles. Ces scans sont envoyés dans un outil qui fait du post-traitement de l'information et après, ces informations-là sont réinjectées dans notre maquette numérique. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on s'est déjà mesuré le gain de la partie numérique dans la construction? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez quand même un bond du premier coup qui s'est amélioré ou on n'a pas encore forcément le REX nécessaire? Moi, j'aurais plutôt dit que, en fait, plutôt que de parler de gains, il y a plutôt des choses qui n'auraient pas été possible de faire, en fait, sans l'utilisation du numérique. En particulier, assurer un échange de données et de co-conception, en fait, avec des interlocuteurs tout autour de la planète. Je pense que ça aurait été impossible sans l'apport du numérique, en fait. Très bien. Pour rebondir sur la partie justement éclatement géographique, une deuxième question sur les difficultés que vous avez pu rencontrer pour aligner tous les partenaires sur des mêmes standards 3D. Ou vous en avez peut-être pas rencontré. Alors, on va dire qu'au départ, le projet ITER a pris le parti d'imposer en fait à tout le monde le choix de Katia V5, comme on le disait au tout début, pour je pense, des problèmes d'interopérabilité, pour le fait que la machine, le réacteur en lui-même sur le projet ITER, c'est des équipements purement mécaniques. On en parlait au tout début. On a des équipements qui font 1500 tonnes, c'est de la mécanique pure. Et là, Katia, il est vraiment adapté pour ce genre de sujet. Et l'idée, c'était de l'imposer à tout le monde, justement, pour éviter des choix divers et variés de toutes les entreprises. Et après, sur la longue, on a l'approche multicad avec certaines entreprises qui ont eux-mêmes imposé leur outil et qui est devenu un nouveau standard sur ITER qui a été digéré. Et en gros, ITER impose les outils 3D via des schémas contractuels avec de la documentation, des guides, qu'on appelle les cannes manuelles, qui justement définissent les versions, les outils à utiliser, comment les bases de données sont structurées et comment tous les marchés qui travaillent aujourd'hui sur le projet ITER doivent se conformer à ces normes, mais ces normes ITER. En fait. D'accord. Justement, à partir du moment où vous êtes passé en multicad, quels sont, je dirais, les dispositifs techniques, organisationnels que vous avez dû mettre en place pour vous assurer en fait que l'ensemble reste cohérent avec les montées de version de chacun de vos éditeurs ou de vos outils? Est-ce que ça a été un point complexe à gérer? Alors, d'un point de vue technique, on va dire que si on réfère au slide précédent, en particulier celui où on a parlé de cycle d'intégration, on a participé en fait à la mise en place de cycles d'études avec tout un tas d'étapes qui en fait sont pas vraiment dépendants de l'outil, puisque en fait on importe toutes les données et on va dire qu'on est relativement indépendant de l'outil, donc d'un point de vue technique, ça s'est plutôt bien passé. Après, sur l'utilisation des logiciels, d'abord il y a eu des versions imposées.
ce qui a évité, qui a posé quelques difficultés, quelques surcoûts, mais au moins qui permet d'être sûr qu'on est interopérable au sein même d'un même logiciel, ce qui est déjà un minimum. Voilà, on peut peut-être résumer ça comme ça. Renaud, tu veux ajouter quelque chose, non? Non, pas particulièrement. J'ai vu dans le chat qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient de formats d'échange, les fameux IFC, les BCF. Faut juste comprendre que Tiens V5 à la base ne sait pas lire ces formats-là, donc ce qui a imposé en fait le choix d'avoir des méthodologies et des processus collaboratifs justement pour assurer une continuité dans le partage de l'information numérique avec ces deux outils-là. Et ce qu'évoquait à la fin Alain dans notre présentation, on devrait résoudre ces problématiques-là d'opérabilité avec l'implémentation du PLM qui s'appelle 3DX, qui lui est capable de digérer tout un tas de formats 3D différents et d'assurer l'interopérabilité entre les outils aujourd'hui qui sont imposés paritaires. D'accord. Et pour rebondir un peu sur les questions, une question un peu différente maintenant en ce qui concerne la phase de design et donc de vérification du comportement mécanique. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, hein, quand vous avez parlé d'informations manquantes ou d'éléments qui n'étaient pas aujourd'hui dans la maquette. Par exemple, la caractéristique des matériaux, les modèles de maillage pour les calculs, etc. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué et comment vous y répondez dans vos différents tests ou vos différents contrôles? J'allais dire que, enfin, un des éléments qui nous a manqué sur la partie conception et construction de bâtiments et de leurs utilités, donc qui est la partie qu'on a regardé nous de plus près, c'est effectivement l'interaction avec les modèles de calcul. Alors, je ne vais pas trop répondre à la question parce qu'il se trouve que je crois que la deuxième intervention là, qui est prévue va y répondre de manière beaucoup plus poussée, donc je vais plutôt renvoyer sur la présentation de Dinkley, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a été relativement, pas handicapant, mais en tout cas qui nous a ralenti. Oui. Et on y a répondu de manière manuelle en fait pour l'instant. Hein. Alors encore une fois, je pense que la réponse est plus dans la deuxième présentation où sur le projet Dinkley, ils ont mis en place des méthodes plus automatisées en fait. D'accord. Est-ce que pour mettre en place tous ces outils et justement évoluer et progresser, je dirais, en même temps que le projet, vous aviez connaissance d'un autre grand projet ou de même taille et pareil, hein, multicad avec différentes plateformes géographiques pour vous aider un peu à faire du benchmark ou vous n'en avez pas du tout eu? Y compris dans d'autres filières, hein? Alors, il y a eu des benchmarks sur des outils qui ont été faits, qui ont été implémentés sur le projet ITER. Je pense particulièrement, par exemple, à l'implémentation des outils qui nous permettent de faire ce qu'on appelle du BIM 4D, c'est-à-dire qu'on va coupler, par exemple, la maquette numérique avec un planning sur le projet ITER pour valider ce qu'on appelle la séquence d'assemblage des installations pour vérifier si elle est pertinente, si elle n'introduit pas trop de coactivité entre les entreprises, si on n'est pas obligé de démonter, par exemple, un procédé parce qu'on l'a installé trop tôt par rapport au suivant qui doit venir s'installer. Et pour le choix de cet outil, bien évidemment, il y a eu du benchmark. Par contre, la problématique d'ITER, après, je dirais, je parle par rapport à ce que moi je comprends, c'est quand même un projet assez important avec 7 pays qui contribuent au projet où il faut mettre à disposition une maquette et des projets comme le projet ITER, il n'y en avait pas beaucoup avant, donc c'était difficile de s'appuyer sur, j'imagine, ce qui a pu être fait auparavant sur ce domaine-là. Ils ont un petit peu créé, j'imagine, sur le tas, en apprenant. Encore une fois, comme on l'a dit au début, le choix d'un outil comme CATIA et de l'imposer un outil unique qui permettait justement de mettre à disposition cette maquette numérique à travers les 7 pays, il était capital. On n'aurait pas pu s'échanger les données sur des clés USB, par exemple. C'est inconcevable. On est à des terabits de données 3D qui sont partagées entre toutes les agences domestiques et
J'imagine que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, et un des gros enjeux, c'est justement de permettre la mise à disposition de cette maquette à travers tous les intervenants du projet qui sont extrêmement nombreux et dispersés géographiquement en plus. C'est par exemple une première recommandation, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire dire on impose l'outil dès le départ à l'ensemble des intervenants. Est-ce qu'il y aurait une ou deux autres recommandations, si on relie un peu ce que vous avez mis en réussite et en difficulté rencontrées dans le projet, que vous voudriez encore mettre en valeur? Il me reste 50 gigas de données, ça devrait marcher normalement. J'aurais parlé des choix des outils adaptés aux besoins des différentes disciplines qui sont impliquées dans le projet, mais pas sur du court terme, mais vraiment sur du long terme. Le choix, encore une fois, d'utiliser CATIA au départ dans des phases préliminaires du projet pour gérer une maquette de génie civil, honnêtement, aujourd'hui, j'y vois rien à redire. Par contre, sur du long terme, pendant les phases que nous on appelle de design détaillé ou de construction d'exécution, l'utilisation de CATIA, c'était beaucoup plus difficile parce que c'était pas forcément un outil qui était adapté pour cette discipline-là particulièrement. Donc, il a fallu mettre en place tout un tas de procédures spécifiques, d'une manière de gérer cette maquette génie civil par le biais de CATIA qui n'était pas adaptée. Donc, ce serait une recommandation d'être sûr sur vraiment le long terme d'outils qui sont adaptés pour les besoins des disciplines, quelles que soient les phases. Et après, ça paraît simple à dire, mais d'assurer que les outils qui vont être choisis sont bien interopérables et permettent d'accéder à cette donnée par tous les intervenants. Moi, j'aurais peut-être insisté sur l'aspect, ce qu'on l'a retrouvé depuis sur d'autres projets, donc manifestement c'est un standard, c'est la mise en place en fait, d'une méthode collaborative d'avancement pas à pas du modèle. Ça, c'est indispensable en fait. Et en fait, il faut que tous les gens qui rentrent dans un projet comme ça comprennent qu'en fait ils sont pas tout seuls, et en fait l'échange doit se faire de manière organisée, régulière et itérative en fait. Sans la mise en place de cet état d'esprit-là, j'allais dire collaboratif, l'outil numérique reste un outil, donc il faut une méthode avec en fait. Peut-être le message que j'aurais pu faire passer. Et l'interrogation sur laquelle je réinsiste, c'est vraiment comment ensuite assurer la percolation complète du modèle dans l'acte de conception, parce qu'aujourd'hui on constate quand même que la relation entre les ingénieurs de conception et le modèle n'est pas encore fluide, totalement fluide. C'est clair. Peut-être une dernière question pour mettre en place tous ces nouveaux processus et dès le départ du projet. Combien de personnes travaillent sur l'administration, le paramétrage, les supports, l'interopérabilité et les outils, CATIA, Aveva, PLM? Est-ce que vous avez une équipe dédiée et comment est-elle dimensionnée? Ou est-ce que c'est à l'intérieur de chaque métier que vous avez développé ces doubles compétences entre métier et outils numériques? Malheureusement, je n'ai pas du tout les chiffres en tête. L'administration en fait, des outils, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on est impliqué. Mais je sais que historiquement, au démarrage du projet ITER, dans les premières années, il y avait énormément de personnes qui géraient l'administration justement de l'outil. Et au fil du temps, cette administration a diminué, mais c'était au départ peut-être 40, 50 personnes qui travaillaient juste pour ça. Et aujourd'hui, avec l'approche multicad, le fait d'avoir ce nouvel outil E3D a réaugmenté justement les besoins d'ITER en administrateurs dédiés à ce nouvel outil. Par contre, les chiffres exacts, on les a pas du tout en tête parce que c'est pas du tout sur l'administration en fait de ces outils sur lesquels on intervient avec Alain. Désolé pour ça. Non, mais c'est ça, c'était en fonction des éléments. Pour finir, la dernière question, alors je vais forcément frustrer beaucoup, mais je vais prendre la question, avez-vous pu réaliser un REX sur les bénéfices de tout ce processus, coût, délai? Quel est l'investissement réalisé, coût de la synthèse par rapport au coût total du projet? C'est compliqué à répondre ça. Hein. En termes de coût, j'ai aucune idée. En termes de délai, on peut parler de ce qu'appelait Alain tout à l'heure les
les cycles ou les processus de collaboration, de mémoire, et Alain pourra me corriger si je me trompe, mais on était dans des boucles, en fait, sans cesse de synthèse et de coordination, où on avait justement beaucoup de boucles à faire. On avançait, on revenait en arrière, on essayait de traiter trop de sujets en même temps, et on faisait ce qu'on appelait des cycles d'intégration, donc de coordination technique dans des zones, et ça nous prenait entre un an et demi. L'implémentation de ce processus collaboratif nous a permis justement de réduire les durées de ces processus et de boucles, en se focalisant étape par étape sur des points clés, et de réduire peut-être à 8 mois le processus de synthèse et la boucle, plutôt que l'année et demie qui était prévue initialement. D'accord. La mise en place de ce processus nous a clairement permis de réduire en fait les temps de traitement et de ces phases et de ces boucles, et d'arriver vers des maturités en termes d'implémentation et de coordination de tous les procédés beaucoup plus rapides qu'on ne le faisait avant. C'est clair. Et pour finir, on va un peu se projeter sur le futur. Est-ce que vous avez déjà défini, imaginé l'utilisation du jumeau numérique après le chantier? C'est-à-dire comment tout ce qui est 3D sera utilisé dans l'exploitation d'ITER? Alain? Alors sur la partie opération, en fait, oui. Oui, donc vas-y, je t'écoute. Alain, pour se projeter un peu sur la suite. Vous m'entendez, Alain? Oui. Oui. La question était, est-ce que vous vous êtes déjà projeté sur l'utilisation du jumeau numérique ou de la maquette 3D pour le futur exploitant d'ITER? Pour la partie exploitation, je sais que par exemple aujourd'hui, ITER utilise déjà la maquette numérique pour valider par exemple des gammes de maintenance, en utilisant par exemple une salle de réalité virtuelle qui a été créée sur le projet, avec des équipements immersifs, des retours de force justement pour valider la future maintenance de certaines zones sensibles, voire même l'implémentation de réalité augmentée justement pour s'assurer de zones de passage pour la maintenance, d'accessibilité de composants. Par contre, encore une fois, là, c'est un sujet sur lequel on n'est pas forcément impliqué, donc je ne peux pas en dire plus, mais je sais que déjà maintenant, ITER utilise la maquette numérique pour la future exploitation, et surtout la maintenance de son installation, avec, par exemple, l'implémentation de maquettes de réalité virtuelle et immersive avec retour de force, ou voire même de réalité augmentée, avec des cas tests dans certaines zones extrêmement denses en réseau et sensibles. Très bien, merci beaucoup. Renaud et Alain, j'avais dit que j'avais un rôle ingrat. Il y a encore beaucoup de questions, mais on va devoir s'arrêter là pour laisser la place à la deuxième intervention. On va archiver, on ne va pas perdre toutes les questions, et on essaiera de les resynthétiser pour vous apporter les réponses auxquelles nous n'aurions pas pu répondre aujourd'hui. Encore un grand merci, Renaud et Alain, pour votre intervention qui a été très riche, puisqu'on voit toutes les questions qu'il y a encore. Et puis, je vous propose de passer à la prochaine intervention. Donc maintenant, je vous propose de passer au deuxième sujet, HPC, le génie civil nucléaire à l'heure du BIM, apport et axe de progrès. Cette présentation va être réalisée par 3 intervenants. Donc Maxime Desplat. Donc Maxime est directeur du projet HPC au sein de la société Aegis et du groupement ICOS. Il a une expérience de 16 ans dans l'industrie nucléaire, principalement dans des fonctions de contrôle de projet, pilotage de contrat, project management office. Il a travaillé pour le groupe Areva en tant que maîtrise d'œuvre sur les projets de conception, réalisation des usines d'enrichissement d'uranium Georges Best II, puis sur les projets des nouvelles mines d'uranium
au Niger ou en Namibie. Il a ensuite rejoint Aegis, où il a travaillé 8 ans en tant que responsable de département PMO sur le projet de réacteur de fusion nucléaire ITER pour le compte de l'architecte ingénieur avant d'occuper son poste actuel de directeur du projet. Il est accompagné de Mathias Guillemet. Mathias est chef du groupe génie civil à Advance. Il a plus de 14 années d'expérience dans le secteur du nucléaire. Il a travaillé au sein de l'ingénierie nucléaire d'EDF et a acquis une forte expérience sur la conception des ouvrages, le pilotage de contrats, études, exécution génie civil et les activités liées à la construction. Depuis 3 ans à Advance au sein du groupe génie civil, son équipe a développé pour les besoins spécifiques du projet HPC la compétence BIM pour les activités génie civil. Il manage une équipe qui intervient désormais pour l'ensemble des projets en cours. Et enfin, la troisième intervenante, Hélène Kervran. Hélène occupe la fonction de Technical Manager chez Bouygues Télécom, chez Bouygues Travaux Publics. Elle a plus d'11 ans d'expérience dans le secteur nucléaire. Elle a débuté sa carrière en tant qu'ingénieure structure au bureau d'études Bouygues pendant 8 ans, puis a travaillé 3 ans comme coordinateur d'études pour le projet EPR Flamanville 3. Elle a passé 8 ans sur le projet EPR HPC en tant que responsable des méthodes armature pour l'îlot nucléaire. Actuellement, Hélène est responsable de l'interface design sur la totalité du projet au sein du groupement constructeur Bille. Comme précédemment, dès le début de la présentation, vous pouvez commencer à mettre vos questions dans questions-réponses et aussi voter pour les questions que vous jugerez les plus importantes. Ces votes me permettront de sélectionner les quelques questions que nous pourrons poser à l'issue de la présentation. Je continuerai bien sûr à jouer le rôle de timekeeper. Maxime, Mathias et Hélène, c'est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, notre intervention à nous, elle va porter sur un autre projet emblématique du moment dans le monde du nucléaire, qui est le projet EPR Hinkley Point C, donc en cours de construction au Royaume-Uni. Notre domaine d'application à nous, c'est aussi à grande échelle, puisqu'il est question ici de la production des études complètes d'exécution de génie civil sous forme de modélisation 3D, et en particulier pour notre scope à nous sur la partie îlot nucléaire. Alors, quelques mots du contexte du projet, très rapide. Une petite description des intervenants. Donc d'abord EDF Energy avec sa filiale NNB qui est le client final et le futur exploitant donc de ces EPR. Advance qui est filiale donc d'EDF qui joue un rôle de responsable designer de l'îlot nucléaire, qui se concentre toutes les études. Le groupement ICOS que je représente ici, qui occupe la fonction de designer et de detailer pour la partie îlot nucléaire et qui est composé de 3 sociétés, à savoir Aegis, CETEC et Tractebel. Et enfin, le constructeur, donc l'utilisateur de nos livrables, qui est le consortium Baylor, composé de Bouygues TP et de Laing O'Rourke, qui est une société anglaise. Aujourd'hui, on a une forte dimension internationale qui est à noter sur ce projet. Les équipes sont présentes dans 6 pays, plus en comptant les équipes du CIBOP, avec notamment une forte présence en France qui nous permet de mettre en place l'approche collaborative entre les différentes sociétés, donc Aegis, Advance et Baylor. Ce travail en cours sur plusieurs sites est à la fois une véritable prouesse réalisée par les différentes équipes SI et également un véritable enjeu pour le développement du BIM dans les futurs projets. Donc, concernant le projet HPC, les principaux enjeux pour Advance étaient la maîtrise du planning grâce à la fourniture d'études de qualité, donc ce qu'on appelle le right first time sur HPC, et une bonne gestion de la configuration de notre design pour assurer une réplicabilité pour l'unité 2, puisqu'on a 2 tranches nucléaires sur HPC, et pour le projet Sizewell, avec in fine la maîtrise des coûts du projet.
Pour la partie constructeur, le premier enjeu, c'était d'intégrer le retour d'expérience des projets précédents, notamment Flamanville et Olkiluoto en Finlande, et donc d'intégrer les différentes problématiques qu'on avait rencontrées, ce qui avait marché et ce qui avait moins bien marché. Ensuite, c'était d'améliorer la constructibilité des structures, notamment liées à la congestion des armatures, et aussi liées au déclachage des platines et des inserts. Donc c'est la vérification des conflits et des clashs qu'on peut avoir entre les différents inserts et les structures, et d'anticiper ces problématiques en amont. Et enfin, le dernier élément, c'était d'intégrer notre stratégie forte de préfabrication. Préfabrication à la fois pour les armatures, donc des cages et des panneaux d'armatures préfabriqués, et aussi des éléments béton, comme par exemple les piscines. Voilà, et pour le groupement ICOS, donc finalement les enjeux c'est un peu les mêmes, on parle d'un contexte exigeant, donc avec un objet technique voilà, complexe à designer de manière générale, avec des ferraillages importants. Un sujet d'anticipation, là le but c'était, toujours dans le cadre de la maîtrise du planning, d'anticiper au maximum les problèmes voilà, techniques et notamment de constructabilité et de déclachage voilà, de la partie platine. Et puis effectivement, au maximum de pousser vers l'automatisation et la réplicabilité. Voilà. Si on rentre un peu plus dans le détail de notre process de production, voilà, donc c'est un process assez linéaire. Oui. Donc ce slide met en avant la continuité numérique qu'on peut avoir dans la conception d'un niveau de bâtiment, ce qu'on appelle un batch de bâtiment. Donc cette continuité numérique sur le projet HPC, elle est réalisée grâce au format IFC. L'intégration des nouveaux requis dans les maquettes se fait tout au long de la séquence, qui comprend de nombreux points d'arrêt, ce qu'on appelle les gateway reviews. Et ces gateway reviews nous permettent à l'ensemble des intervenants de s'assurer de la bonne intégration des nouveaux requis à chaque étape du projet, ce qui est finalement la mise en musique de l'approche collaborative. Et la finalisation des études de conception au niveau du back-office se solde par l'envoi d'un livrable au format IFC qui lance les activités de bailleur ensuite sur les activités de construction. Voilà, donc sur la première partie, donc là on est sur la première partie de l'arc de cercle présentée par Mathias. Donc vraiment sur la partie production. Donc nous, on fonctionne en différentes phases qui, comme Mathias l'a indiqué, voilà, se soldent à chaque phase par des validations tripartites sur ce qui est produit. Donc on a une première phase qui est, on va dire, la structuration du modèle et l'analyse des données d'entrée. Donc nous, on part côté ICOS avec 3 éléments principalement. Le premier élément qui nous vient d'Advance, c'est la maquette 3D, voilà, qui va modéliser en gros l'enveloppe de béton, toutes les ouvertures, voilà, les différentes pénétrations dans les bâtiments, également les fameuses platines. On va également se servir des modèles calculantis. Donc ça, c'est des modèles de calcul de structure qui va nous donner voilà, les règles de ferraillage à appliquer dans notre modèle. Et puis enfin, on va récupérer de Baylor toutes les séquences de construction, donc les différents phasages qui nous permettent voilà, de découper ce modèle et de designer en prenant en compte ces contraintes que va nous donner le constructeur, notamment sur les parties préfabriquées ou non préfabriquées. Toutes ces données-là, elles sont structurées dans le modèle. Voilà, donc il y a une partie importante voilà, où on va fixer des attributs, voilà, gérer la donnée dans ces modèles-là. On va ensuite rentrer dans une deuxième phase qui est là la phase de modélisation à proprement parler. Donc là, c'est barre par barre. On va modéliser en 3D via l'outil Tekla toutes ces barres. La phase suivante, ça va être la partie qu'on appelle le déclachage. Donc là, le déclachage, on entend par là
tout ce qui va être du domaine des collisions, soit les barres entre elles, soit avec des éléments de platine qui vont entrer en collision avec des barres. Donc ça va être voilà, cette phase où on va affiner le modèle pour qu'il soit le plus utilisable possible. Et puis enfin, une dernière phase qui va être la phase d'extraction, puisqu'ensuite toutes ces données modèles vont être extraites sur des plans en 2D, phase qui peut-être à terme, sur d'autres projets, ou peut-être même celui-là, pourrait être amené à disparaître si on pousse à l'extrême le processus. Et donc au final, nous, nos livrables contractuels se composent de ces modèles, de ces fameux IFC qui sont extraits de ces modèles, et des plans 2D. Et tout ça constitue le package finalement qu'on va relivrer et que Baylor va utiliser pour sa partie construction. Alors ici, on a voulu illustrer une des utilisations qui est faite de la maquette sur chantier pour la partie construction, et notamment sur la partie approvisionnement digital des aciers et des armatures. Donc l'idée ici, c'est vraiment de remplacer les nomenclatures papier qu'on a habituellement par un format digital. Donc on récupère la maquette d'armature d'ICOS en format IFC via un outil, une routine qui a été développée dans la maison. On génère des nomenclatures digitales, donc en format Excel, et ces nomenclatures sont envoyées au fabricant pour le passage de commande. Le fabricant va ensuite utiliser ces informations pour la fabrication, va les livrer sur chantier, et puis ensuite on passe à la partie construction, pose des armatures, coulage du béton, etc. Et le fait d'utiliser des nomenclatures digitales nous permet vraiment un monitoring en continu des commandes qu'on a passées, et puis un suivi vraiment en continu du statut de toutes les armatures, à savoir est-ce que la commande est passée, est-ce que les armatures sont en cours de fabrication, est-ce qu'elles ont été livrées, posées, etc. Donc ça nous amène vraiment une autre dimension à ce qu'on ferait sur un projet habituel avec des nomenclatures papier. Alors on a souhaité prendre un des exemples concrets d'automatisation, puisque le but ultime de tout ça, quand même, ça reste d'automatiser au maximum et voilà, d'utiliser ce numérique pour gagner du temps, hein, et de la qualité, bien évidemment. Donc pour ça, bon, chaque intervenant a développé beaucoup d'outils associés à Tecla. Côté ICOS, c'est une 40aine d'outils qui ont été développés. Et on a voulu prendre un exemple là, qui est l'exemple de ce qu'on appelle justement le déclachage. Donc avec des platines qu'on va positionner et que l'outil va déclacher. Donc tout ça, ça part d'une bibliothèque de platines qui a été introduite dans l'outil Tecla, qui a été discutée avec tous les intervenants, et qu'on va positionner. Donc là je propose qu'on lance une petite vidéo qui va vous montrer en live le fonctionnement de cet outil, qui est, je le rappelle, un des nombreux outils. Voilà. Donc là, voilà, comme je le disais, donc on a une première étape donc, qui part de la bibliothèque qu'on va introduire dans l'outil Tecla. À partir de cette bibliothèque, donc il y a une liste de références qui est partagée entre Advance et ICOS, qui liste toutes les embedded plates, donc toutes les platines qu'on va introduire dans le modèle, avec un certain nombre d'attributs, voilà, quelle partie du modèle ça concerne, etc. Voilà, on va les introduire avec leurs coordonnées géographiques dans le modèle. Elles vont se positionner automatiquement à partir de cela. Donc voilà, on voit ici qu'elles se positionnent dans le modèle. Et puis, à partir de ça, on va analyser le modèle, et l'outil va le faire automatiquement, c'est-à-dire qu'il va nous fournir une liste de ce qu'on appelle des clashs, donc de collisions entre ces platines et le ferraillage. Et l'outil va proposer des nouveaux emplacements pour ces platines, avec des tolérances qu'on va lui contraindre, là, dans notre cas, nous, 5 mm. Voilà. Et l'outil va repositionner la platine, donc on le voit ici, avec une position initiale en violette, qui s'est traduite après le traitement de l'outil par une nouvelle position en rose ici. Donc la platine est légèrement décalée dans les tolérances qu'on lui aura données.
Et puis, de ce travail-là, l'outil va réexporter les nouvelles coordonnées qu'il a proposées et pour pouvoir du coup le réintégrer voilà, dans les autres différents éléments du projet et entériner ses positions finales sur ces platines. Voilà, donc ça c'est un des exemples d'automatisation que permet ce type de technologie et qui a été un gros apport pour l'avancement sur ce design-là. Si on parle un peu retour d'expérience par rapport à tout ça. Alors ici, on a voulu illustrer un petit peu à quoi ressemblait le produit final par rapport à la maquette. Donc ici, on a l'exemple du radier commun qui se situe sous le bâtiment réacteur, avec en haut, évidemment, le modèle des armatures et puis en bas, le résultat sur le chantier. Et sur la slide suivante, on a ici pris l'exemple du radier qui se situe sous le bâtiment réacteur à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que dans la maquette, on a représenté à la fois les armatures, mais aussi toute la partie insert, et également dans cet exemple-là, la partie piscine, liner de piscine, donc la piscine de refroidissement qui se situe sous le bâtiment réacteur. Donc ce qui est vraiment intéressant ici et vraiment l'utilité de toute cette approche pour l'aspect construction, c'est vraiment le niveau de détail dans lequel on est rentré pour cette maquette et qui nous permet, on va en parler plus tard, mais vraiment une visualisation aisée et une anticipation des problèmes. L'apport du BIM dans le procédé d'étude permet notamment d'avoir une bonne maîtrise de la configuration entre les maquettes PDMS et Tekla. Donc PDMS, c'est l'outil qu'on utilise en interne Advance pour les installations générales. Et cette bonne configuration se fait grâce à la mise en place d'études de synthèse numérique tout au long du process d'étude de conception. Et c'est un point clé, un point essentiel pour la réplicabilité de l'unité 2 du projet HPC et puis pour le projet Sizewell également. Le deuxième point notable, il y en a plusieurs, mais le deuxième point notable en termes d'apport est également la capacité à avoir une bonne coordination entre les équipes et à assurer un travail collaboratif, alors notamment grâce au format IFC dont on a parlé succinctement avant et au format BCF qui est prosadiquement également entre les équipes. Alors côté ICOS, on a noté des gains importants, notamment sur la qualité, puisque vous l'avez compris, je vais le lier avec le deuxième point qui est l'automatisation. On est capable de contrôler avec ces outils-là de manière beaucoup plus facile et rapide tout un tas de paramètres dans le modèle. On peut voilà, lancer des routines de contrôle. On a vu l'exemple des clashs, mais il y en a d'autres. On peut aller vérifier des densités, des choses qui manqueraient dans le modèle, voilà, les liens, ce genre de choses. On peut vraiment automatiser beaucoup de choses. Et finalement, ça positionne les équipes plus dans de l'analyse plutôt que dans la réalisation de plans comme avant. Voilà. Un côté constructeur, le premier avantage, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est l'anticipation et le déminage de toutes les problématiques de constructibilité dès la phase design. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est fiabiliser le design en phase amont pour éviter de se retrouver avec des problématiques et des retards en fait de programme sur le chantier, comme on avait pu avoir sur les projets précédents. Et notamment donc la visualisation des structures qui est facilitée, ce qui nous permet vraiment d'anticiper ce qu'on doit construire. Et puis au-delà du BIM, c'est vraiment la digitalisation du métier et tous les développements qui deviennent possibles. En fait, ça nous ouvre la porte vers tout un tas de nouvelles possibilités, comme la construction sans plan, ce qui est déjà une réalité sur le chantier pour la partie préfabrication des armatures, mais aussi la 4D, le suivi des quantités et puis même le big data. En termes d'axes de progrès, ils sont multiples.
Aujourd'hui, on est quand même sur la continuité de la standardisation. Il faut qu'on simplifie nos catalogues, qu'on continue à simplifier la conception, standardiser nos éléments de conception. Et ces aspects-là nous permettra, grâce au BIM, d'avoir un effet levier important pour avoir encore plus de gains sur ces phases de conception. Actuellement, on a un champ de contraintes CSI qui est quand même très fort sur le projet, notamment sur le SI Advance EDF vis-à-vis des problèmes de sécurité. Et il est nécessaire de travailler avec les développeurs de logiciels pour notamment permettre la mise en place de solutions qui sont on-premise au lieu d'être sur le cloud, d'aspect VDI et d'assurer un partage des outils développés au sein du même projet. Donc la transition vers la co-ingénierie qui pourra se faire à 100% doit passer par repenser notre capacité à rendre notre SI flexible sans augmenter sa vulnérabilité aux attaques, aux attaques réseau. Le dernier point concerne l'aspect documentaire. C'est un élément qu'on n'a pas forcément correctement anticipé sur le projet. On a de milliers de maquettes qui ont un fort volume en termes de données. Et aujourd'hui, la manipulation, l'envoi, l'échange et le stockage des modèles aussi lourds, ça doit nous permettre dans le futur d'offrir des vrais leviers de performance pour rendre plus facile ces échanges si on améliore cette partie gestion documentaire. Alors, côté ICOS, alors en termes d'axe de progrès, j'ai envie plutôt de parler aussi de points de vigilance si d'autres projets voulaient se lancer à l'aventure de la modélisation ferrage 3D. Le premier, il est lié à ne pas négliger, c'est sur les aspects compétences, trouver les compétences, parce que ça demande quand même une équipe importante. Donc, il y a un certain nombre de personnes à aller chercher sur le marché du travail. Et c'est au-delà, on demande une double compétence en réalité. On demande une compétence métier, qui est la compétence de base du métier de génie civiliste. Mais en plus de ça, on leur demande une compétence, du coup, outil. Alors, soit il faut être soit on trouve des gens qui l'ont directement, soit il faut être capable très rapidement de former et d'habituer les gens à ces nouveaux outils. Et notamment, il y a un point de vigilance qu'on a rencontré nous un peu en début de projet, c'est au départ l'outil, il faut l'adapter un petit peu à ce qu'on fait, et donc il a fallu le faire évoluer au fil du temps. Et surtout, ne pas tomber dans l'excès qui serait que les gens se mettent à travailler suivant les contraintes de l'outil, mais bien adapter l'outil au métier. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant, parce qu'on peut avoir tendance, pour aller vite, à ne pas vouloir aller sur l'aspect outil, mais plutôt à vouloir adapter le métier. Voilà. Donc c'est une conduite du changement aussi à mener, et à une culture à mettre en place au sein des équipes. Pour la partie constructeur, ce qu'on a noté comme axe de progrès, c'est le fait de définir vraiment un cahier des charges en amont dès le début du projet. En fait, on a démarré le projet il y a environ presque 9 ans, hein, et donc à cette époque, on a décidé d'aller vers la 3D, mais on n'avait pas forcément déterminé toutes les utilisations qu'on allait en faire. Et au fil de l'eau, on a découvert vraiment des portes qui s'ouvraient, et on a voulu s'engouffrer dedans, ce qui fait que on a changé parfois les spécifications pour rajouter des couches au fur et à mesure. Donc on pourrait bénéficier sur un prochain projet de mieux définir les besoins, les objectifs dès le démarrage, et figer une spécification dès le départ. Et le deuxième axe de progrès, c'est une meilleure cohérence entre tous les différents bureaux d'études et les différents intervenants. Donc on a 5 bureaux d'études dans 6 pays différents, et l'alignement entre les maquettes qu'on reçoit de ces différentes personnes n'est pas parfait, alors que nous, on est l'utilisateur final, qu'on a des outils qui doivent être adaptés pour être utilisés sur les maquettes qui viennent de différents bureaux d'études. Et donc, ce serait vraiment de définir un standard de travail ou une norme de façon plus efficace. Voilà, on en a fini avec la présentation. Si vous avez des questions, bien évidemment. Alors, de mon côté, j'ai quelques
experts autour de moi si vos questions devenaient trop pointues pour moi. Voilà, donc je vous laisse. Merci en tout cas Maxime, Hélène et Mathias. Je vais commencer par une question qui va en reprendre 2 ou 3. C'est comment le REX FLA3 OL3 se traduit dans les outils utilisés sur HPC? Est-ce que la démarche que vous présentez est très différente de celle qu'on a pu voir sur l'EPR Flamanville? Et est-ce que ce que vous présentez est déjà prévu d'être utilisé, par exemple, dans le cadre des EPR2? Et est-ce que ça va changer le projet Switch? J'ai un peu synthétisé 3-4 questions, mais on voit le REX et puis le futur. Je vais y répondre. Globalement, sur la catégorisation du BIM dans nos projets, on a différents niveaux. On va jusqu'au BIM 5 qui est tout digital, tout numérisé et on est vraiment en co-ingénierie. Flamanville 3, on était plutôt sur du niveau 2. On est sur des plans 2D, très peu de numérisation, pas du tout de collaboration numérique, etc. C'est ce qui nous a aujourd'hui... C'est le REX de Flamanville qui nous a fait basculer sur HPC, améliorer la constructibilité comme on a parlé, et Tekla et la modélisation 3D étaient finalement une des finalités pour améliorer cette constructibilité. Naturellement, le PR2 prend en compte ce REX-là d'HPC et va même encore plus loin sur un niveau de BIM qui est niveau 4 environ. Et donc là, on intègre également au niveau de PR2 des PLM, beaucoup plus puissant que ce qu'on peut avoir sur HPC. Et comme le notait également Hélène, on a défini sur EPR2 des besoins beaucoup plus tôt dans le projet qui nous permet d'anticiper beaucoup plus facilement le développement d'outils et de savoir vers quoi nos maquettes numériques doivent répondre en termes de besoins et quel est l'utilisateur final en termes de besoins et aller potentiellement vers un jumeau numérique pour EDF à la fin. Très bien, c'est clair. Une question un peu plus technique. Quelle norme IFC a été utilisée pour les échanges IFC et quelles problématiques de production de ces IFC ont été rencontrées dans les outils de modélisation, paramétrage ou autres? Je laisse intervenir. Je vais laisser Véronique intervenir, qui s'occupe de cette partie-là. Ok, ben bonjour à tous. Bonjour. Rapidement, donc effectivement, aujourd'hui, contractuellement, au niveau du projet, c'est le standard IFC 2X3 qui est utilisé. Donc ça, c'était au moment de la signature du contrat, hein, sachant qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux standards, mais on est toujours sur ce format IFC 2X3 avec le Model View Definition Coordination View 2.0. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a été amené à faire un peu de customisation, un paramétrage spécifique pour pouvoir intégrer globalement l'ensemble des données attributaires qui sont utiles pour le constructeur en particulier. Donc, on a été amené à faire un paramétrage tout en restant dans le standard. Et donc, c'est vrai que si on se projette un petit peu pour les autres projets, on pourrait se dire qu'il y a des améliorations qui pourraient être apportées à ce standard. Tel qu'il est aujourd'hui, il ne répond pas aux besoins. Et pour information, dans le cadre de l'association internationale en charge de la standardisation de ce format OpenBIM, Building Smart International, il y a un groupe de travail qui a été lancé il y a quelques temps, donc un groupe qui s'appelle IFC4 RIBAR. Donc on voit bien l'intérêt de ce groupe de travail, c'est justement dédié à la mise au point d'un standard spécifique à ce que l'on fait sur HPC, et donc ça pourrait être utilisé pour d'autres projets futurs. Donc ça, c'est un peu un appel à candidature, puisque c'est vrai que c'est des groupes de travail un peu à longue haleine, et il faut que tous ensemble, ingénieristes, toute la profession concernée par ce qu'on est en train de faire, on se mette un peu autour de la table et on définisse ensemble des processus, l'IDM, MVD, voilà. Bon, à votre disposition hein, pour si vous voulez aller plus loin, sachant que nous sommes intéressés pour aller plus loin sur cet aspect. Merci beaucoup. Je vais reprendre un peu plutôt tout ce qui est échange, on va dire, en entreprise étendue. Donc,
On voit pas mal de questions concernant la façon dont vous avez dû partager la maquette entre différents pays. Avez-vous dû gérer de manière spéciale toute la partie export contrôle, travaux peut-être avec des règles en plus spécifiques avec le UK Protect? Est-ce que vous avez utilisé une seule plateforme? Est-ce qu'une plateforme par métier était plus facile pour échanger les données? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tout ce qui était fonctionnement en usine étendue? Tu veux intervenir, Mathias ou... Ouais. Ouais, si vous voulez. En fait, on a beaucoup travaillé par entreprise. C'était très îloté par entreprise. Et c'était un des points qu'on a mis dans les axes de progrès. C'est qu'actuellement, nos SI et toute la structure et l'architecture SI du projet est très îlotée par entreprise. Et on a des passerelles avec des data rooms, avec des project wise, etc., qui nous permettent d'assurer des communications et des échanges de modèles entre les partenaires et d'assurer la traçabilité de ces échanges-là, parce qu'il y a quand même une notion contractuelle derrière, des échanges maquettes entre ICOS, Advance, et puis Advance, NNB, Baylor, etc. Donc on a des architectures ici assez fermées, îlotées par entreprise, avec des passerelles d'échanges documentaires entre ICOS Advance et puis Advance NNB, Baylor, etc. Mais c'est un des vrais axes de progrès à l'avenir sur justement construire, à mon sens, pour un projet, une architecture SI globalisée où on peut avoir l'ensemble des intervenants travaillant sur une même architecture fermée sur un projet, par exemple. D'accord. Et je vais peut-être finir par une dernière question un peu plus large et pour nous ouvrir un peu. Quelles sont les différences entre le BIM pour du génie civil conventionnel et le BIM pour le génie civil nucléaire? Avez-vous eu besoin de développer des fonctions spécifiques et est-ce que vous utilisez ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui sur HPC pour d'autres projets non nucléaires? On peut tous répondre, je pense. Peut-être Hélène qui veut parler pour Baylor. Je pense que la différence sur le nucléaire, c'est vraiment le niveau de complexité, le niveau de détail et la scrutinisation en fait qui est faite notamment par les autorités nucléaires. Sur les autres projets, on pourrait tout à fait développer ce même genre d'outils, mais en général en allant moins loin en fait. Il y a aussi la complexité et la taille du projet tout simplement qui fait que ça a été nécessaire d'aller vraiment dans le détail et qui fait aussi que toute cette démarche a vraiment apporté son bénéfice en fait. Notamment pour nous, pour la partie constructeur, par exemple le suivi des quantités. On a une quarantaine de bâtiments. C'est vrai que ça facilite quand même la tâche d'avoir des outils numériques parce que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile en fait. Maxime ou Mathias, vous voulez compléter? Vas-y. Le principe BIM est applicable à l'ensemble des projets. Après, effectivement, par rapport au niveau de complexité de chaque projet, on ne va pas forcément investir avec la même énergie sur des projets moins complexes, mais l'intérêt est là pour l'ensemble des projets, qu'ils soient nucléaires ou non nucléaires. Il y a un réel intérêt d'avoir une centralisation numérique des données avec cette visualisation graphique qui permet à tous les intervenants d'enrichir ces maquettes, d'enrichir ces données, et à chaque utilisateur de pouvoir utiliser ces données comme bon lui semble. Ça, il y a un vrai intérêt, c'est certain. Il faut qu'il y ait une utilité de pouvoir automatiser, donc ça veut dire qu'il faut quand même, il y a un investissement de départ assez important, et puis après il faut l'intérêt, c'est de pouvoir automatiser au maximum, et donc ça nécessite un certain volume quand même à traiter. Pour des tout petits objets, c'est peut-être différent, c'est pas forcément la bonne solution. Voilà, il faut faire la balance entre l'investissement et le gain. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. De nouveau, il y a encore quelques questions qu'on n'aura pas pu prendre en compte, mais on les archivera, on les perdra pas, on essaiera d'y répondre post-matinale. Je voudrais encore vous remercier pour ces échanges très concrets et précieux pour l'ensemble de la filière. Le souhait des matinales avait vraiment été de partager
des échanges, des bonnes pratiques, y compris des difficultés. Et je pense que vous avez su nous mettre en valeur tous ces éléments-là. Encore merci Hélène, Maxime et Mathias pour votre présentation. Merci à vous. Merci. Voici l'heure de conclure cette première matinale riche d'expériences, je pense, d'échanges, de questions, de réponses. On voit aussi de grands succès dans nos projets complexes, mais aussi d'axes de progrès et des éléments qui résonnent vraiment bien pour toutes nos entreprises. Vous le savez tous, à l'heure où nos entreprises pilotent de grands projets et des projets, comme on l'a dit, complexes, transformants pour la filière et où nous mettons en place des plans de transformation numérique, pilotés par exemple dans le cadre d'Excel chez EDF, de Boost chez Orano. La continuité numérique doit nous permettre d'être au meilleur standard de design, de conception de l'industrie, mais aussi très transformante pour nos métiers d'ingénierie, et on vient de le voir. C'est un des sujets majeurs pour Orano, par exemple, mais je le sais aussi pour tous les GDO, comme le soulignait Xavier Ursa dans sa vidéo d'introduction. Et c'est bien sûr une priorité pour toute la filière. Je vous propose donc de clore cette première matinale du numérique avec quelques éléments, on va dire, plus de logistique. Premièrement, la prochaine matinale aura lieu le 17 juin, de 8h30 à 10h, toujours sur le thème de la continuité numérique, mais cette fois-ci dans la phase de construction, et ça fera bien le lien avec ce qu'on vient de voir sur HPC. Nous allons mettre une enquête tout de suite après cette matinale. Une enquête va vous être envoyée afin d'avoir un retour sur ce que vous avez apprécié, le fonctionnement, l'organisation des sujets, les questions-réponses, et de permettre de préparer les prochaines matinales du numérique. Cette enquête sera également accessible dès la fermeture du webinar en restant connecté sur la page web. Nous mettrons aussi à disposition le replay sur la chaîne YouTube de la SFEN et du GIFEN, et vous pourrez ainsi partager au sein de toutes vos entreprises non seulement les présentations, mais aussi les différents échanges qui ont lieu avec les intervenants, que je remercie encore. Enfin, nous vous enverrons un lien de téléchargement pour accéder aux différents supports de la matinale en fonction des accords, bien sûr, des différents intervenants. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. C'était notre première matinale. Alors, je sais que forcément, on en a frustré parce qu'il y a beaucoup de questions pour HPC qui sont arrivées juste à la fin. Et hélas, le temps était dépassé. Donc, on a peut-être aussi frustré un peu les intervenants, mais vous remercier pour toutes vos questions, pour tous vos échanges. Parce que c'est grâce au fait que vous ayez été nombreux que nous avons réussi à avoir ces échanges. Alors, pour votre information, on vous donnera aussi les intervenants, les entreprises qui ont participé à ces échanges et le nombre de personnes. Et puis, je voulais surtout aussi remercier la SFEN, le GIFEN numérique, Sandrine, Patricia, et tous ceux qui nous ont aidés à préparer et à organiser cette première matinale du numérique. Encore un grand merci à chacun. Et je vous donne rendez-vous le 17 juin pour la prochaine matinale. Merci à tous en tout cas, et merci de votre participation. Nous reviendrons bien sûr sur toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. Merci encore à tous.